Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, nouveau Ioniq 28 Challenge, le premier de 2026. Aujourd'hui, la voiture qu'on essaye, la voiture dont on va mesurer les consommations et essayer de calculer les autonomies, c'est La Leapmotor B10. 67 kWh. Fiche technique. La fiche technique, c'est comme si c'était fait. Autonomie WLTP 435 km, batterie 67,1 kWh net. Type de batterie LFP, transmission en roue arrière. Le moteur fait 228 chevaux. Le couple 240 Nm. Le 0 à 100 est abattu en 8 secondes et la vitesse max est de 170 km/h. À vide, la voiture pèse 1920 kg. Et pour la puissance de charge, en AC c'est 11 kW max et en DC 168 kW. Le 1080 est abattu en 26 minutes. Le prix du modèle de base 31 900 €, mais le modèle essayé coûte 32 900 €. On passe à la suite. Bon, la Leapmotor B10. B10 ou bio d'ailleurs? Bio, la Leapmotor bio. Je vous montre, à l'arrière, il y a marqué bio. Pourquoi on dirait B10? Bah pourquoi pas? C'est pas logique. Ouais. Bon, il fait beau, il fait chaud. Aujourd'hui, on part avec la B10 pour le Ioniq 28 Challenge. C'est-à-dire qu'on fait affronter cette voiture avec notre Ioniq 28, non pas pour comparer les deux, Mais pour avoir une référence et du coup pouvoir mettre cette voiture dans le tableau récapitulatif comme si on avait comparé cette voiture en même temps que toutes les autres. consommation ville, route, autoroute à la fin de cette vidéo, Et ressenti. et avec les autonomies, et sur la route, on va dire ce qu'on en pense, parce qu'il y a des choses à dire sur cette Ouais. voiture. Cette voiture, quand on la regarde comme ça, on a l'impression que c'est une chinoise, Ouais. une Xpeng, un truc super tech. Il y a quelques petits problèmes. Il y a des trucs, c'est no-go direct et c'est un peu dommage. N'hésitez pas à vous abonner, parce que plus on a d'abonnés, plus c'est facile d'avoir des voitures pour les essayer. Cette voiture-là, on l'a eu 2 semaines. Il y a une vidéo road trip qui va suivre, parce que je vais la remonter à Paris. Et on vient de dépasser, au moment où on tourne, on a Ouais. dépassé les 100 000 abonnés depuis 3 jours. Et les tests, les alertes de collision pour qu'ils soient en Oh, mode 100 000, ouais, Oh, quand même. 100 000 Allez, 100 000. Mais non. allez, j'y sais. Et Donc vraiment merci à vous. Ouais. C'est franchement, il y a 5 ans on n'imaginait pas qu'on serait là aujourd'hui quoi. c'est trop génial. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, parce que c'est sur Instagram qu'on a le plus d'échanges. Peut-être même un peu trop. J'ai du mal à suivre en ce moment, je peux pas répondre à tout le monde, mais c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le volant pour la ville et la route, et Alex, l'expert de l'autoroute, qui se trompe jamais bien sûr sur les longs trajets, il fera la partie autoroute. Mais Voilà. non, c'est juste que moi je veux jamais quitter l'autoroute en fait. C'est que je veux y rester. Enfin, ça dépend des fois. Hein. Vidéo de la P7+, je vous passe un extrait. Attends, c'est à droite là. Hein, non, mais non, on suit pas le GPS là. Ah on oui. roule sur l'autoroute, putain. Excuse-moi pour une fois que je suis GP. Il a voulu sortir alors qu'il fallait pas sortir. Il fait jamais ce qu'il faut, c'est horrible. Pour info, j'ai cette voiture depuis une semaine et Alex ne l'a jamais conduit. Donc, premier ressenti quoi. Mais j'ai déjà eu un micro ressenti déjà là-dedans, juste de chez toi ici, j'ai déjà vu des choses. Allez, c'est parti. Il va falloir que je vous parle du système d'ouverture de porte de cette voiture. Je vous en parle tout de suite. Venez avec moi. Le parcours ville, c'est environ 17 km dans les rues de Lateste-de-Buch et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé est très faible. La vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation. C'est parti. Bon, eh bien, nous sommes à bord de la Leapmotor B10. Première chose à dire, c'est que pour rentrer et sortir de la voiture, c'est une carte comme chez Tesla. On la frotte sur le rétroviseur pour rentrer et on la place ici pour démarrer. Après, on peut avoir la clé sur téléphone sur l'application. Quand je m'approche de la voiture, j'appuie sur le bouton de la poignée de porte, je peux l'ouvrir et quand je m'éloigne, elle se ferme toute seule. Ça, c'est trop bien parce que ça, c'est réglable. C'est-à-dire qu'on peut dire, je veux qu'elle s'ouvre et qu'elle se ferme seulement quand j'appuie sur le bouton, ou je veux qu'elle s'ouvre et qu'elle se ferme seulement quand je m'approche et je m'éloigne, ou un mix des deux. Et moi, je trouve que le meilleur mix, c'est quand on s'approche, on appuie, elle s'ouvre, comme ça évite qu'à chaque fois qu'on passe devant la voiture, elle s'ouvre, elle se referme pour rien. Et quand on s'éloigne, elle se referme. Par contre, il y a un bouton seulement sur la poignée conducteur, pas passager. Et ça ne marche pas sur le coffre non plus. Par exemple, si vous arrivez à votre voiture avec plein de courses au coffre, vous avez le téléphone dans la poche, vous appuyez sur le bouton du coffre, il s'ouvre pas. Il faut d'abord ouvrir la porte et ensuite ouvrir le coffre. Ça, c'est vraiment nul. Pareil pour la porte passager. Et le truc le plus nul, c'est qu'une fois qu'on est à l'intérieur, si on veut démarrer, on pourrait se dire j'ai la clé téléphone, ça va démarrer comme une Tesla, comme une Xpeng, comme une Kia. Maintenant, tout le monde le fait. Bah non. Il faut prendre la carte et la mettre à l'endroit où le téléphone charge ici. Et c'est que comme ça qu'on démarre. J'ai découvert ensuite qu'on pouvait aussi démarrer la voiture en composant un code à 4 chiffres sur l'écran. Avouez que c'est pas pratique quand même. On continue. Sinon, on va parler de l'intérieur. À l'intérieur, c'est plutôt pas mal pour le prix, franchement. Là, c'est du plastique dur, mais là, c'est mousse. C'est demi-moussé quoi. Ici, c'est des petits crochets. En fait, on peut clipper des objets. C'est ce qu'on m'a dit. Je les ai pas vus. Pareil, les sièges et tout. On est quand même sur des sièges chauffants, ventilés, etc. Une chose à dire qui est très importante. On a un toit vitré panoramique, mais il a un occultant. Par contre, il n'y a aucun bouton ici pour fermer l'occultant. Tout se fait ici depuis l'OS. Ici, réglage du pare-soleil. Donc, on peut le fermer, etc. Et on peut aussi dire Vous pouvez me le dire. ferme le pare-soleil. Ok, les rideaux pare-soleil sont désactivés.
Au niveau de l'OS, bah alors ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à Xpeng. Un écran ici principal, un écran devant le volant, pas de tête haute. Quand on appuie sur ce bouton ici, on peut changer les écrans ici. Il n'y a pas grand chose. Le GPS est trop petit. Sinon, l'OS ici ressemble énormément à celui d'Xpeng, franchement. C'est plutôt propre, c'est plutôt bien rangé, c'est pas mal. Il y a juste, moi je trouve un défaut, c'est qu'à chaque fois qu'on démarre la voiture, on a tout en plein écran. Là par exemple, j'ai le GPS en plein écran. Si je le mets comme ça, comme une Tesla ou une Xpeng par exemple, et que je ressors de la voiture, quand je vais y revenir, ça sera comme ça. Voilà. Mais c'est quand même pas mal, on peut régler des choses, et puis c'est assez propre, franchement, regardez. C'est assez dynamique. Ici, on a tout le contrôle de la voiture. Pareil là, je vais rouvrir le toit en appuyant là. Là, je peux ouvrir le coffre, je peux replier les rétros. Ah non, je peux les régler. Ouais, parce que les rétros, c'est comme chez Tesla et Xpeng, on les règle avec le volant, gauche-droite, au bas. Par contre, le volant, lui, il est manuel. Bref, c'est un OS qui est pas trop mal. On a quelques applications. On a Spotify, par exemple, pour écouter de la musique. Et on a un petit store où, dedans, on a des trucs assez sympas, comme par exemple Deezer, qui est une plateforme de musique française, TikTok, Amazon Music, TuneIn, Tidal. Mais s'il y a de la musique, c'est bien. Par contre, il n'y a pas de vidéo. On ne peut pas regarder YouTube. Sinon, au niveau de l'intérieur, ça manque de rangement. Ici, on a des ports de charge. Je dis des, c'est faux, il n'y en a qu'un. Ici, ça ne charge pas. Et en plus, quand on met son téléphone, il faut bien le placer pour qu'il recharge. Si on le met là, ça ne recharge pas. Si on le met là, ça charge. Par contre, on a un petit indicateur ici qui nous dit si ça charge. C'est pas mal. Ici, on a un rangement central sous la coudoir. Petit problème, la coudoir, quand on s'appuie dessus, ça fait du bruit. C'est pas terrible. Sous la coudoir, on a un grand rangement avec ici 2 porte-gobelets qu'on peut replier et déplier. On a des vides-poches ici. Ici, les 4 commandes de lave-vide qui sont assez chiantes à utiliser. Et je vous montre rapidement ce qu'on a ici dans l'OS. Ici, on a des scénarios, ce qui correspond à ici un mode chien, ici un mode camping, un mode démo, je sais pas ce que c'est, un mode lavage et un mode alimentation véhicule éteint. En gros, c'est pour recharger les trucs dans la voiture, même quand la voiture est éteinte. Et on a un truc ici pour automatiser des routines. Ça ressemble au X-Combo de Xpeng. Et je vous avoue que j'ai pas essayé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je fais juste une petite pause. Tout à l'heure, je vais essayer et je l'insère maintenant dans la vidéo. Chose première, chose due, je vous montre les X-Combo de Leapmotor. Et regardez, c'est vraiment génial. Alors, tout se fait à l'écran. Chez Xpeng, ça se fait sur l'application. Il y a un truc que j'aime pas dans cette voiture, c'est que quand on sort de la voiture, le son continue. C'est-à-dire que si on écoute une chanson sur Spotify, par exemple, si je sors de la voiture, que je claque la voiture, mais je ferme pas la porte, le son continue. Et si j'écoute un podcast, par exemple, il défile pendant le temps où je suis pas dans la voiture. Ça m'énerve. On va contrer ça. Donc, on va créer un nouveau scénario ici. Hop. On dit au déclenchement, c'est siège conducteur quand je suis non assis. Ok, et ici, qu'est-ce que ça va faire? Je descends dans le player, opération du lecteur, hop, et je le mets en pause, confirmé. J'enlève ici la confirmation, c'est-à-dire que ça va vraiment s'exécuter automatiquement sans me demander mon avis. Ici, je l'appelle stop son, je confirme. Et voilà, je sauvegarde. Mon stop son est ici. Je vais sur Spotify, je lance la lecture, je sors de la voiture, je me retire du siège et voilà, le son s'est arrêté. Bon alors soyons très clairs, c'est moins performant que chez Xpeng, il y a moins d'opérations réalisables, il y a moins de déclencheurs, on peut pas faire parler la voiture. Donc pas de blague possible, ça c'est nul. Mais ça reste pas mal. Bon allez, on continue sur la vidéo. Bon bah voilà, je sais pas si c'était concluant vu que j'ai pas essayé, mais au moins voilà, j'ai essayé. Bon après, rapidement, au niveau de la conduite, ça se passe ici dans les menus. On a plusieurs modes d'accélération, plusieurs modes de freinage régénératif, faible, moyen, fort, plusieurs modes de direction, confort, sport, etc. Bon, ici on peut personnaliser les boutons du volant. Il y a un truc qui est très intéressant, c'est paramètres de fonction combinés. Ça c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que quand on clique ici, on définit comment on veut notre voiture. C'est un peu comme le système de Renault. C'est-à-dire qu'on peut désactiver, par exemple j'ai désactivé l'avertissement de distraction, l'avertissement de franchissement de ligne, etc. Parce qu'il est vraiment très pénible dans cette voiture. Et ce qui fait qu'après, quand j'appuie sur ce bouton-là une fois, il me demande de rappuyer une deuxième fois. J'appuie une deuxième fois. Attention, pas double-clic parce que double-clic c'est une autre action. Et bien ça vous met la voiture avec toutes vos préférences, c'est-à-dire ça enlève les alertes de survitesse, les trucs de distraction, les franchissements de ligne, etc. Ça c'est très très bien. Très bonne idée. On peut définir une vitesse maximale et il y a la conduite à une pédale. Alors, on va en reparler quand on partira. La conduite à une pédale, au secours. Sinon, il y a un assistant vocal dans la voiture. Il marche très très mal. Par exemple, J'écoute. ouvre la fenêtre passager. Ok, la vitre du siège conducteur est ouverte.
Non. Ferme toutes les fenêtres. Les vitres sont fermées. C'est pas terrible. Pour l'instant, c'est pas terrible. Mais au moins, il est en français déjà. Bon, c'est pas mal. Allez, j'appelle mon acolyte. Ouais, tu m'entends? Oui. Bon bah voilà, j'ai décrit la voiture. Ça y est, t'as tout bien présenté? Ouais. Je te trouve vachement haut là quand tu es à côté. Mais je suis grand. Hein. Ah, c'est ça. Ah mais attends, il y a un truc que j'ai pas dit, bien sûr. Hyper important. On se met en mode Ioniq 28 Challenge. Il fait actuellement 11 degrés, mais il y a du soleil, donc on considère que en fait, en température ressentie, on sera bien. Je suis en mode standard, freinage régénératif au max, one pédale activé. Et ici dans le panneau de clim, qui est plutôt pas mal, on se met à 22 en mode auto. D'ailleurs, le 22, c'est un bon 22 d'après toi ou c'est un 22 qui fait 19? Je te le dirai. J'ai mis le mode anti-moisissure. Ouais, au moins, tu moisis pas quoi. Moi, je moisis pas quoi. Et ici, il y a un deuxième écran avec tout ce qui est siège chauffant, ventilé et le volant chauffant. J'ai un paramètre. Chauffage automatique du volant, chauffage auto des sièges et ventilation des sièges auto. Ce qui fait que quand on rentre et qu'il fait froid, les sièges chauffants sont activés. Quand on rentre et qu'il fait chaud, les sièges ventilés sont activés. C'est cool. Et si tu pètes, ça ventile ou pas? Allez. Il n'y a pas de bouton pour démarrer sur cette voiture. Hein. Quand on l'allume, elle est allumée, quoi. Quand on allume, elle est allumée. C'est intéressant cette phrase. Quand on rentre dedans, quoi. Quand on la déverrouille, elle s'allume. Et ce qui est chiant, c'est que par exemple, une Tesla, quand tout le monde sort de la voiture et qu'on ferme les portes, elle considère qu'il n'y a plus personne, elle s'éteint. Elle reste allumée, la musique à fond et tout, quoi. Faut vraiment la fermer pour qu'elle s'arrête. On passe la vitesse ici. Le one pédale. Wow. Voilà, alors, j'essaye de faire... Attends, là je vais me mettre sur du plat parce que là je suis en descente. Regarde, je vais essayer de faire genre 10 cm. Je suis en mode, oh là là. Je fais 10 cm, j'avance. Et là, elle se laisse rouler, elle se laisse rouler, elle se laisse rouler. Et elle met un coup un peu sec. Bon, là on va attaquer direct par le mauvais côté de cette voiture. C'est la pédale d'accélération. C'est tellement pas bien géré. C'est vraiment choquant. Quand tu prends la voiture la première fois, c'est waouh. Donc en gros, la voiture, quand tu accélères fort, il y a du lag. Quand tu lâches l'accélérateur, la régène ne vient pas tout de suite. Mais ça, il y a beaucoup de Chinoises qui font ça. Mais en mode one pédale, c'est un autre délire. C'est à peine tu lâches, ça ralentit. À peine tu accélères, ça réaccélère. Et en fait, il n'y a presque pas de point milieu. C'est ultra désagréable. Ça fout la gerbe en fait. Parce que même... Alors ceux qui ont l'habitude d'utiliser one pédale, on n'arrive pas à l'utiliser correctement. Je pense même en s'habituant, c'est pas possible. Et du coup, ceux qui par contre sont pas habitués au one pédale et vont conduire ça, ça va être encore pire. Et vraiment l'effet yo-yo comme ça, la tête qui part en avant, qui part en arrière. Et là pour le coup, moi, juste en conduisant, déjà je trouvais que c'était gênant. Alors que c'était moi qui étais au volant quoi. Je suis d'accord. Moi en fait, je l'ai depuis une semaine. J'ai désactivé le one pédale et je roule avec le mode de conduite le plus bas, le confort. C'est celui qui lisse le plus. Et la pédale d'accélération est tellement pas assez bien gérée que c'est le seul mode qui fait que c'est un peu agréable à conduire. Par contre, après, c'est agréable à conduire, mais faut pas vouloir de performance, quoi, tu vois. Bon, sinon, on est à 100% pour le coup, là, j'ai vraiment de la régène. Et la régène est assez forte, elle met un peu de temps à se mettre en place en one pédale. Par contre, une fois qu'elle s'est mise en place, c'est pas très progressif, tu vois, ça fait... Enfin, si, c'est progressif, mais dans le sens contraire. Ça régène un peu, puis de plus en plus fort, et tac, ça bloque. Un petit défaut, quand on met les clignotants, on a tout cet écran-là avec les rappels d'angle mort. Alors là, moi même quand il y a le GPS, parfois je me gourre. Bah, le problème, c'est que si tu mets le clignotant, t'es en train de dépasser, tu fais ça, bah, tu perds le GPS, tu vois plus rien. En fait, quand tu arrives dans un rond-point avec 4-5 sorties, tu sais pas où aller, tu sais que c'est par la droite, tu mets ton clignotant, ah bah là, ça le fait plus. Non mais attends, c'est quoi le délire? Ah, c'est en dessous d'une certaine vitesse peut-être? Attends, je réduis ma vitesse 2 secondes. Ah, ça a l'air d'être en dessous de 30. Si j'accélère... Ah ouais. Sur autoroute, du coup, je devrais pas me gourer alors. Ouais, mais sur l'autoroute, du coup, t'as pas les angles morts, c'est complètement con. C'est vrai. Et il n'y a pas d'option pour dire je veux plus de ça. Ça, c'est tout le temps. J'ai pas réussi à trouver l'option qui désactive ça. Donc ensuite, il faut recliquer sur GPS si on veut le revoir. Sinon, au niveau confort, on est sur une voiture chinoise à donf. Bah, moi, j'ai trouvé ça quand même, enfin, le peu que je l'ai roulé, quand même assez confortable. J'ai juste trouvé que par contre, il y avait pas mal de bruit de mobilier. Et la direction, j'ai trouvé, moi, pour le coup, même avec différents réglages, pas très précis, c'est un peu molle. Tu me disais un peu comme Xpeng, mais non, je trouve quand même qu'Xpeng était plus précis que celle-là. Mais la voiture est suspendue ultra mou. Là, ça prend un roulis de zinzin. Par contre, c'est archi confort. Bon, on passe sur le passage à niveau. On va voir comment est-ce qu'on porte. Si c'est confortable, là, j'ai pas de souci à mon avis. Je vais pas avoir mal au dos sur le passage à niveau. Nickel. Nickel. Suspension ultra souple, donc nickel. Les sièges, c'est mi-dur, mi-mou. Pour le coup, alors là, il n'y a rien à dire niveau confort, c'est vraiment trop, c'est trop bien. C'est juste qu'au niveau dynamisme, c'est impossible d'emmener cette voiture rapidement, quoi. Et on va parler du VESS, je me mets à moins de 25. Le VESS, c'est le son qui est réglementaire pour que les piétons nous entendent quand on est en dessous de 30 km/h. Et ben, un peu comme avec Xpeng, même problème, on a un VESS qui est vraiment trop présent, moi je trouve. Je sais pas si vous l'entendez là.
Même de l'intérieur de la voiture, par contre, il s'estompe bien à 25 km/h. Mais ouais, trop présent, trop présent. Je l'ai pas dit tout à l'heure, tiens, il y a Android Auto et Apple CarPlay dans cette voiture. C'est venu avec une des mises à jour récentes. Ça marche plutôt pas mal. Il est fenêtré. Enfin, on a encore la barre en bas, ce qui fait qu'on peut quand même gérer siège chauffant et tout quand on est dans Android Auto. Alors ça j'aime bien ça, parce qu'il y en a parfois ils font full screen et après du coup tu t'es un peu perturbé pour accéder aux fonctions de base de la voiture. Et il y a une application, je vous la montre, elle est assez basique en vrai. On peut fermer, ouvrir les portes, régler le chauffage dans la voiture, on peut suivre sa charge. Elle fait le job. Au final avec ce super OS là qui a quand même pas mal de possibilités de paramétrage, il y a j'espère une gestion de profil. J'ai pas l'impression. Et par exemple, les sièges électriques n'ont pas de mémoire. Non. Si? Bon, en tout cas, attends, j'ai pas vu. Hein. Non, il n'y a pas de bouton mémoire. Hein. Mais là, tu vois, en ville, je suis en one pedal, c'est désagréable. Mais si je m'étais mis dans mon mode confort avec la régène forte de base en one pedal, ça va. Ça va. La pédale d'accélérateur, elle est trop molle pour moi, mais ça va. Nous arrivons tranquillement à la fin de la ville. C'est passé vite, hein, dis donc. Il fait extrêmement beau et on a dépassé les 15 degrés. Ça y est, on est dans le protocole. Il fait 16. Les beaux jours reviennent, on y est. Et donc moi, la première pensée que j'ai à propos de cette voiture, quand je l'utilise, quand je vois, j'ai l'impression que je vois du potentiel. Il y a des mises à jour OTA qui arrivent. Par exemple, la dernière a amené Android Auto, Apple CarPlay. C'est quand même cool, il n'y a toujours pas chez Tesla. Et je me dis que tous les petits défauts qu'elle a pourraient être réglés. Mais, comme on le dit toujours, si tu l'as pas, n'attends pas l'OTA. Se dire tiens je le prends maintenant parce que je suis sûr que ça va arriver, alors que peut-être que ça se trouve dans un an c'est toujours pas fait, bah là c'est quand même hyper déceptif pendant un an, donc malheureusement j'aurais plutôt moi tendance personnellement à attendre que ce soit vraiment fixé avant de m'engager sur cette voiture. Et donc moi, ma conclusion, c'est que c'est une voiture sortie trop tôt. Enfin, je veux dire. Ça fait presque pré-série en fait. Mais ouais. On va vous montrer tout à l'heure quand on sera à l'arrêt. Le système d'ouverture-fermeture des portes, c'est complètement dingue. Faire ça, c'est fou. T'as regardé un peu ta conso ou pas? Ouais. T'as regardé toi la tienne? Ah oui oui. C'est très bien ou c'est très bien? Ah, c'est toujours très bien, mais là c'est plutôt bien. Là. Parce que moi, c'est pas mal. Hein. Allez, on arrive. Allez, on prend la photo en conso. La conso en photo. Allez. C'est excellent. Tout simplement. Je l'enlève pour que vous puissiez pas le voir. Donc on vous donnera les consos à la fin. Même lui, je lui dis pas. Il aura la surprise. Et on se dira les consos à la fin. Allez. Concours de vitres. T'as ouvert les deux toi carrément. Hein? J'ai pas ouvert les deux. Attends, comment ça se fait? Bon, c'était quasi égalité, hein, alors que la vitre est plus grande. Bon. Bah, je vous remets la vidéo, c'est quasi égalité. Hein. C'est quasi égalité, la vitre elle est plus grande. On regarde les vitres arrière. Non, il y a le tout petit bout qui dépasse pour te hacher le coude. Croire que ça a été validé maintenant par les constructeurs, de dire non mais on s'en fout en fait, ça s'ouvre entièrement à l'arrière. Je sais pas. Enfin. Bon, on passe à la route. Le parcours routier, c'est environ 25 km composé en grande partie de grandes lignes droites à 80 km/h et de ronds-points. Là encore, le dénivelé est très faible et la vitesse moyenne est généralement de 65 km/h. Il y a un truc que j'ai pas dit tout à l'heure dans la présentation de l'OS. Il y a un truc qui est bien, c'est qu'il est personnalisable. C'est-à-dire que la barre en bas, si vous appuyez longtemps, touc, vous pouvez ajouter tous les icônes que vous voulez. Vous pouvez déplacer, agencer, ça je peux le mettre là-bas, etc. D'ailleurs, je vois que là j'ai un espace de libre. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je pourrais mettre, tiens, l'ouverture, fermeture du pare-soleil. Touc. Et voilà, il est là. Maintenant, si je fais ça, voilà. Ça, c'est quand même pas mal. Non, mais l'OS, il est pas mal. Allez, on est parti pour la route. Marche arrière. Et là, on a la vision... Ah, mais non, mais c'est pas il n'y a pas de vision 360, là. Ah, c'est marrant, ça. Bon, la caméra de recul est très nette. Ici, on a une voiture qui est transparente, mais... Là, c'est marrant, elle n'a pas gardé en mémoire ce qu'il y avait en dessous, mais si je recule, vous allez voir que ça enregistre ce qu'il y a sous la voiture et la voiture devient transparente. Mais c'est bizarre parce qu'elle enregistre l'ombre. Et sinon, il y a un bouton 360 ici, et là, on a la voiture en 360 degrés. Alors, les dimensions ne sont pas très bien respectées. Par contre, il y a des vues trop sympas. Par exemple, ici, le mode jante, où on voit les 4 jantes de la voiture. Ça, c'est vraiment génial. Le 360 est bien, le mode jante, il est juste dingo, quoi. Eh, mais attends, Shifumi! Ah oui, c'est vrai. Mais putain, qui part en premier sur la route? Shifumi. Et tu sais, et là, c'est que j'ai réfléchi, et tu sais ce que c'était ma réflexion de merde? J'ai envie d'un truc rapport avec la UX6N. Je sais pas pourquoi. Je fais, la UX6N a un aileron, je vais mettre un aileron. Ok, mec, il est complètement fou. Allez, passe devant. Alors par contre, depuis que je suis arrêté, la consommation n'a pas augmenté alors qu'il y a de la clim. Je pense qu'elle a dû prendre au moins 0,1. Donc je pense que la voiture ne compte pas les consommations à l'arrêt. Donc je pense qu'on va avoir un écart à la recharge très important. C'est-à-dire que la consommation indiquée va compter que les phases de roulage et toutes les phases où on est arrêté comme là ne seront pas comptées. Et donc on va avoir un mauvais écart à la recharge. Bon, on verra ça.
J'ai hyper chaud dans ma caisse. Quand on va passer sur l'autoroute, je vais me mettre torse nu, en slip. Sur l'autoroute, Ouais. ça va faire plaisir aux usagers de l'autoroute. Et aux viewers. Bon, maintenant on va parler aide à la conduite. Donc ici, on est sur un mode très chinois, très Tesla aussi. Un coup, on est au régulateur de vitesse. Deux coups, on passe en autopilote, c'est-à-dire régulateur de vitesse plus gestion du volant. Quand on lance l'autopilote ou le régulateur de vitesse, il se met à la vitesse à laquelle on roule actuellement. Moi, j'aime bien quand je lance l'autopilote qui se met à la vitesse à laquelle j'ai le droit de rouler parce que la voiture lit les panneaux. Là, elle m'indique que je peux rouler à 80, autant se mettre à 80. Ah là, je suis pas d'accord avec toi pour ce cas-là. Moi, j'aime bien justement quand on met en route le régulateur qui se mette à la vitesse à laquelle on roule. Bah, t'es pas d'accord, mais ce qui est bien, c'est chez Tesla, on peut choisir. Ah oui, alors si on peut choisir, c'est encore mieux. Je crois que c'est un des seuls constructeurs Tesla où quand tu lances l'autopilote, tu peux choisir est-ce que tu vas être à la vitesse actuelle ou la vitesse à laquelle tu as le droit de rouler. C'est très rare que Tesla justement laisse le choix de quelque chose, donc c'est original. Les constructeurs, laissez le choix aux gens, bordel. Bref, et une fois que l'autopilote est lancé, pour te mettre à la bonne vitesse, il n'y a pas moyen d'adapter la vitesse du régulateur à la vitesse des panneaux rapidement, comme chez Tesla ou Xpeng où on baisse le levier un peu longtemps, enfin sur les vieilles Tesla. Non, là il faut aller ici à la roulette. Et la roulette, c'est un cran égale 1 km. Il n'y a pas moyen de faire un grand coup, tu passes de 5 en 5. Ce qui fait que, en fait, tu es tout le temps en train de jouer à la roulette et regarder ton écran pour voir si tu à la bonne vitesse. Parce que là, par exemple, c'est le deuxième défaut. Là, j'ai mis un coup de frein. Sur la Ioniq 28, il suffirait que j'appuie sur le bouton Raise et elle se remettrait à la dernière vitesse enregistrée. Et ben pas là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je relance le régulateur, il faut que je le re-règle. Du coup, si tu veux jouer à la roulette, faut pas être interdit de casino du coup. Excellent. Il y a un truc qui est fou, c'est que quand tu es calé à 80 et que le panneau est 80 et que d'un seul coup le panneau il passe à 70, pendant 5 secondes sur l'écran, il y a marqué baisse le levier pour adapter la vitesse. Donc elle sait le faire, mais elle sait le faire qu'en descendant, pas en montant. Et que pendant 10 secondes, si tu as raté le petit afficheur, c'est terminé, baisser le levier, ça te mettra pas à la vitesse. Ah là, c'est pas terrible quand même. Sinon, le régulateur de vitesse, il s'adapte pas à la route. Si un rond-point, il ralentit pas, etc. Il est normal. Il est plutôt du genre à ralentir quand on double. Tu verras sur l'autoroute tout à l'heure. Ah ouais? Ouais, t'es à 120, quand tu te décales, il prend un peu de distance, il se met à 115 et après il réaccélère. C'est trop bizarre. Il n'y a pas de changement de voie auto. Le lane assist, alors pour le coup, il est plutôt pas mal. Moi, je le trouve plutôt pas mal. Il est assez performant. Il lâche pas trop. Par contre, pas de volant capacitif, donc tu es obligé de bouger un peu le volant. Donc ça, Alex, ça le dérange pas parce qu'il est toujours en train de plus ou moins conduire quand il est en autopilote. Moi, j'aime bien que la voiture conduise toute seule, donc je me fais rappeler à l'ordre de temps en temps. Bon, sinon, c'est assez péchu quand même, hein. Là, tu vois, j'ai fait une petite accélération. Ça fait 218 chevaux au roue arrière, c'est quand même cool, quoi. Donc, elle lit les panneaux, elle les lit plutôt mal. En général, les panneaux genre caravane, elle va les lire, etc. C'est pas terrible. Après ça, je trouve qu'il y a tellement peu de voitures, voire même quasiment aucune voiture qui lit vraiment parfaitement, qu'au final, si tu lis pas parfaitement, même si c'est partiel, dans tous les cas, c'est naze. Sinon, puisqu'on parle des aides à la conduite, autre chose sur le lane assist, le volant est assez bloqué, un peu à la sauce Tesla. Là, vraiment, je sens un blocage. Je peux quand même débloquer sans que ça fasse un à-coup, il y a juste une résistance pour éviter par exemple un objet sur le bord de la route. Et si je relâche, hop, la voiture se remet dans les voies. C'est presque mieux qu'Xpeng à ce niveau-là, parce que Xpeng bloquait un peu plus. Et évidemment, si je mets le clignotant, je change de voie, j'enlève le clignotant, hop, l'autopilote s'en remet tout seul. Au niveau de l'éclairage, j'ai pas trop testé, je vous avoue. Il y a les feux automatiques, il n'y a pas de matrix LED. Et au niveau du son, de la sono, c'est plutôt pas mauvais, mais le volume sonore est trop faible. Tu peux pas mettre le volume fort dans ta voiture. Ça, c'est vraiment pénible. Voilà. Mais sinon, c'est pas mal. Je vous ai parlé du bouton ici qui permettait de désactiver toutes les aides à la conduite qu'on souhaitait. Enfin, plutôt qu'on ne souhaitait pas. Ça, c'est vraiment génial. Le problème, c'est qu'il reste une aide qui est l'anti-franchissement de ligne. Et quand on roule sur route sans ligne, la voiture pète complètement un câble. C'est-à-dire que tu es bien sur ta voie et te dit non à gauche, non à droite. Et c'est absolument horrible. Et le double clic là-dessus ne l'enlève pas. Donc, quand vous êtes sur une voie sans ligne blanche, il faut aller dans le menu pour tout désactiver. C'est super relou. Bon bah voilà, nous arrivons à la fin de la route. Bon bah la Ioniq pour moi a fait de la Ioniq, hein, donc pas trop de surprises de mon côté. Tiens, vas-y, passe devant et va te garer, je vais tourner autour de toi. Tel un go-go dancer. Tu connais le rayon de braquage? Non, c'est un chiffre que je prends jamais dans mes datas. Donc c'est une propulsion, donc normalement les roues avant sont libres d'avoir le débattement maximal. Ouais, c'est très bien. Waouh. Eh bien voilà, on est arrivé. Je m'épée, tiens, je m'épée. Est-ce que ça sert le frein à main? Ça sert le frein à main. Très bien. Alors, c'était très bien en ville, c'est moins très bien sur la route. Que puis-je te dire? Bah voilà, il a rien à dire. Donc on passe à l'autoroute tout de suite.
Le parcours autoroutier, c'est environ 90 km en aller-retour sur l'A660 et l'A63 en direction de l'Espagne. Là aussi, le dénivelé est très faible, l'altitude du point d'arrivée est la même que l'altitude du point de départ, et la vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. Allez, on va passer à la partie autoroute, mais avant de partir, on va parler du planificateur, parce que c'est mieux de le faire à l'arrêt qu'en roulant quand même. C'est pratique. On a un GPS ici. Déjà qui est plutôt joli. Allez, on va lui dire d'aller à Paris. J'écoute. Allez à Paris. Un résultat trouvé. On part maintenant? J'aime bien sa voix. Pourquoi? Je Je la trouve sais. directive, tu vois. Faire pas de temps, tu vois. Mais Efficace. là, tu parles et t'écoutes, c'est relou. Arrête. Ok, alors là, ça nous propose 3 chemins, c'est sympa. Il y a la N10, C'est marrant, batterie téléchargée. mais tu vois, il n'y a pas de borne. Là, et il y a marqué ici, faut rajouter des bornes. Donc c'est ici qu'il faut cliquer sur ajouter. Et là, ça va ajouter des bornes. Voilà. Et là, ça me dit, j'y vais en 2 arrêts. Donc on regarde, premier arrêt, Tesla Supercharger à Niort. Deuxième arrêt, borne de recharge Ionity Valneuvy. Ça me paraît optimiste quand même, non? C'est très optimiste, je pense vraiment. Est-ce qu'on peut filtrer là? J'ai pas envie d'acheter Tesla, moi. Là, en fait, dans les réglages, t'as que ça. Ah, d'accord. Voilà. C'est un peu light. Et si je veux supprimer la borne, tu peux même pas? Supprimer de l'itinéraire, mais je crois qu'il Ah, va moi, pas. je voulais supprimer Tesla, pas Valneuvy. Voilà, mais il me laisse que la première, mais Ok. il va pas. Tu Il y a vois, une tu- section de 405 km où vous pourriez ne plus pouvoir C'est recharger. la batterie déchargée. En fait, Et donc là, si tu fais démarrer. Alors, par contre, tu vas voir, si je fais démarrer, j'ai pas de pourcentage à destination. J'ai une autonomie à destination. Donc là, j'ai l'autonomie à destination, 87 km. Il n'y a pas de temps de charge, ça ne te dit pas combien il faut recharger. C'est vraiment un GPS où tu recharges et une fois que tu as rechargé, quand tu repars, il t'a mis une autre borne en fait, correspondant à ce que tu as rechargé. Par contre, ça, c'est génial. Ça, sur la route, ça t'affiche ce qu'il y a devant toi, c'est-à-dire les aires de repos et les aires de service. Et donc là, tu sais que par exemple, ta prochaine station, elle est à 36 km. Tu vois, là, il y a Ouais. marqué, il y a une station à 36 km. Si je clique dessus, voilà, aire de Bordeaux, c'est Stas. Tu vois, tu les as toutes. Ça, c'est pratique. Ça, c'est pratique, mais le problème, c'est que Et tu vois les bornes du coup? non, tu sais pas ce que c'est comme borne. Tu peux pas. Non, mais enfin, tu sais qu'il y a des bornes quand même. Ouais, là, regarde, borne, Ouais. borne. Par contre, Oui. aller à Paris. Un résultat trouvé. On part maintenant? Oui. Allons-y. Ah, il comprend oui aussi quand même. Maintenant, si je dis que j'y vais sans borne, là, j'ai mon chemin sans planification. Je clique sur borne et ça va me rechercher les bornes sur le chemin. C'est assez sympa. Tu peux filtrer par puissance de recharge. Ah, là, on peut filtrer. Mais que puissance de recharge, ouais. Tu peux pas dire je veux tel réseau. Donc là, tu as toutes les bornes de recharge sur la route. Qu'est-ce que ça te dit? Ça te dit le nombre de bornes. Ah, par contre, tu as vu, il y a le détour. Plus d'une minute. Ça, c'est bien. Ouais, c'est pas mal ça. Hein. Par exemple, celle-là, Triforce BV Nana, plus 8 minutes. Par contre, c'est forcément sur l'itinéraire. Il n'y a pas le choix, destination ou proche de nous. Non. Alors ça, c'est pas mal. Mais il y a un défaut. Je te montre. Par exemple, on va dire aller à Angoulême. Un résultat trouvé. On part maintenant? Oui, vas-y. Ok, si je dis que je vais aller à Angoulême. Là, il me dit autonomie à l'arrivée 160, vous l'avez vu. Mais après, il le dit plus. C'est-à-dire que là, quand tu vas à une destination, Dans ton rayon d'action. voilà, elle te dit pas que tu vas pas y arriver, mais elle te dit pas, ça se trouve tes limites. Ça se trouve, tu vas arriver à 5%. Ouais. Et qu'en roulant, tu vas plus y arriver. Là, tu sais pas du tout à combien tu arrives. Tu Ah, navigues à l'aveugle. C'est quand même très naze quand même. Ouais. Enfin, c'est très naze en 2026. Voilà. C'était acceptable encore peut-être en 2019. Par contre, c'est. Oui, c'est. Non, c'est fluide, c'est pas mal. c'est fluide. Bon, bah voilà, c'est tout pour le planificateur. Là, je préfère un ABRP, là, il n'y a pas photo. ABRP, en plus, il y a Android Auto, Apple CarPlay, il y a moyen. Il y a moyen que ça soit plus pratique. Shifumi, Attends, ouvre la fenêtre parce que sinon je te vois pas bien là. Shifumi. Shifumi. allez, t'es chiant. Shifumi. Non. Shifumi. Oh non, vas-y, arrête, putain. Shifumi. Allez, j'ai gagné, je passe devant. Je l'ai eu à l'usure. Bon, je passe devant, mais de toute façon, on s'en fout. On va échanger les positions sur le trajet pour pas qu'il y ait un gain aérodynamique, on l'a déjà dit. T'as la carte au bon endroit et dis mettez la carte. Bah, il y a la carte. Bon, allez, on passe à l'autoroute maintenant. L'autoroute, c'est généralement pour faire des longs trajets. Quand c'est pour faire des courts trajets, on s'en fout de toute façon. On recharge sa voiture le soir. Mais pour faire des longs trajets, on a quand même envie de savoir quelle autonomie elle a, comment elle recharge, est-ce que c'est une bonne voiture pour faire des longs trajets. C'est quand même une batterie de 67 kWh, donc c'est quand même pas mal. Hein. C'est la norme basse maintenant quand même. Oui, mais 67 kWh, tu as une voiture polyvalente. C'est une voiture qui est capable de faire des longs trajets. À partir en gros de 60, si la voiture consomme pas trop, on peut faire des longs trajets. En dessous,
On peut faire des longs trajets, ça devient un peu pénible, genre à 40, 45, 50. Et puis en dessous de 40, c'est vraiment des voitures faites pour la ville. Putain, le one pedal, c'est vraiment une catastrophe quand même. Donc quelles sont tes premières impressions sur l'autoroute? Là, moi, par rapport à Xpeng, tu disais que c'était à peu près similaire sur 2-3 points depuis tout à l'heure. Bah là, le volant est quand même beaucoup moins verrouillé. J'ai encore vraiment la main pour conduire la voiture et je trouve que ça flotte un petit peu. Donc on a parlé planificateur, on va parler recharge maintenant. Donc la voiture a une batterie de 67,1 kWh LFP. Elle est capable de prendre en charge DC 168 kW, c'est pas mal. Ouais, après les pics, ça veut toujours dire rien dire à la fois quoi. Mais si, ça veut un peu dire parce qu'elle fait le 10,80 en 26 minutes. C'est pour moi, c'est dans la moyenne maintenant. On est entre 20 et 30. C'est acceptable pour faire des grands trajets. C'est pas ce qui se fait de mieux, mais c'est correct quoi. Et surtout, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que j'ai fait un 11,99% en genre 35 minutes. Ah ouais. Donc c'est plutôt flat quoi. D'ailleurs, je vous affiche la courbe de recharge. La courbe de recharge, c'est un peu les montagnes russes. On voit que c'est pas très plat. Ça monte, ça descend tout le temps. Et on rappelle que c'est quand même conseillé de charger que jusqu'à 80%. Parce qu'au-delà de 80%, souvent ça s'écroule. Alors là, celle-là, elle s'écroule un peu moins que certaines autres voitures. Si vous voulez vraiment être efficace, perdez pas de temps. À 80%, vous débranchez, vous repartez. Quitte à s'arrêter un petit peu plus souvent, mais ça change vraiment le temps de parcours, quoi. Vous pouvez retrouver la courbe de charge de cette voiture sur la chaîne ev.fr. Il y a la courbe de charge de cette voiture et la courbe de charge de plein d'autres. Et vous pouvez comparer la courbe de charge de cette voiture avec la courbe de charge d'une autre voiture qui vous intéresse possiblement. Cette voiture est équipée d'un préconditionnement seulement automatique, c'est-à-dire qu'il faut rentrer une bande dans le GPS pour que la voiture mette elle-même automatiquement la batterie à la bonne température pour prendre la puissance maximale. Il n'y a pas de préconditionnement manuel, c'est un peu dommage. Surtout que sur cette voiture, comme on a vu, son planificateur, il affiche pas bien les pourcentages, il affiche pas les pourcentages à l'arrivée, il est pas forcément idéal pour arriver sereinement à destination vu qu'il est un peu optimiste, etc. Et qu'on peut potentiellement utiliser la BRP. Si on n'utilise pas en bas BRP, là la voiture sait pas qu'on va à une borne et c'est là où ce serait bien pratique de pouvoir appuyer sur un bouton pour lancer précocement quand on arrive proche de la borne. Bon, sinon le niveau sonore. Il y a du bruit d'air. Moi je trouve qu'il y a des bruits d'air. Déjà j'ai trouvé qu'il y avait des bruits d'air en roulant à 90. Bon, maintenant on va tester si elle accélère quand tu doubles, Alex. Allez, je suis à 107, 108. Je mets le clignotant. Change de voie. Là, ça accélère dans la voie tranquillement, vraiment tranquillement. Et ça monte 120. Ouais, un peu mou. Ça accélère une fois dans la voie. Il y a pire, mais il y a beaucoup mieux aussi. Par contre, dès qu'on change de voie, ça se réactive tout seul. On le répète à chaque fois, mais bon, c'est quand même la base de pouvoir changer de voie avec le régulateur et le maintien dans la voie reste actif et se réactive automatiquement. Mais moi je trouve que le lane assist sur autoroute il est pas mal parce que quand tu changes de voie il se désactive pas vraiment, il te suit un peu et il reprend la ligne assez rapidement, c'est pas mal. J'ai un peu de gauche-droite quand même de temps en temps. Dès qu'il y a un peu de vent, elle part un peu à gauche, elle revient. Ah ouais, elle est hyper sensible au vent, même je trouve qu'elle se penche au vent. Il fait 20 degrés, là c'est les conditions idéales quoi. Bon, je vous propose de nous retrouver à la fin de l'autoroute, à tout de suite. Bon, et sinon, là, l'expérience sur l'autoroute, ça allait? Ouais, enfin, il n'y a pas de gros défauts malgré tout. Je devrais traverser la France avec, je me dirais pas, c'est un calvaire. Sincèrement, je l'ai ramenée de Paris et je trouvais qu'elle a vraiment, sur l'autoroute, avec les aides à la conduite et tout, a fait le job. No problemo. Je glisse quelques mots d'espagnol pour mettre un peu d'exotisme. Alors, ce qu'on fait généralement quand on arrive sur ce petit parking de la fin d'autoroute, c'est qu'on essaye l'aide au stationnement. Et là, ça va être rapide, puisqu'il n'y en a pas. C'est surprenant pourtant, il y a une belle vue 360 et tout, on dit qu'il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon parc assist. Bon moi j'ai une belle conso d'autoroute de Ioniq 28. Alors j'ai pas encore regardé, je vais regarder ça dans un instant. Allez, je fais la photo. On vous donne les consos à la fin, c'est très bientôt. Mais avant les consos, on va essayer quoi? À la régène? La régène, on va mettre un chiffre sur la force du freinage régénératif. Et nous revoici pour la première fois de l'année dans notre zone industrielle pour tester la régène. Comment ça se passe? Je vais attendre que le camion passe. Alex va s'élancer à 80 km/h sur cette route, il n'y a pas de limiteur donc il va le faire au pied. C'est le nouveau protocole, c'est-à-dire qu'avant on fonctionnait avec le régulateur de vitesse, mais on a vu que quand on coupait le régulateur de vitesse, ça mettait une certaine distance avant de lancer la régène, donc maintenant on le fait plus. Donc il va rouler au pied à 80 km/h, il va lever le pied quand il va passer devant moi et il va aller jusqu'à l'arrêt complet avec le one pedal et moi je mesure la distance qu'il a parcourue pour s'arrêter et ça met un chiffre sur la force du freinage régénératif. C'est le nouveau protocole, donc sur la chaîne ev.fr, il y a le classement de tous les freinages régénératifs avec l'ancien protocole et le nouveau. Ça permet de comparer un peu la force du freinage régénératif de chaque voiture. À mon avis, celui-là, il va être très fort.
très très court quoi. Allez là, donc là j'accélère, je vais me mettre à 80, 80 stabilisé, c'est pas mal. Il passe devant moi. Hop, je lâche. Donc là forcément je suis en one pédale. Ça m'a l'air pas trop mal comme distance quand même. 114 mètres. Je vais regarder sur le site lachaînev.fr qui est excellent. Qu'est-ce qu'on a comme chiffre avec le nouveau protocole? Avec le nouveau protocole, on en a un seul, c'est la CLA. Et la CLA, elle avait fait 91 mètres. Ça régène pas si fort. On va voir l'avis d'Alex. Bon alors, est-ce que quand tu as lâché l'accélérateur, le freinage régénératif s'est déclenché direct? Ah oui, t'attendais à non? Bah parce que moi je trouve que le freinage régénératif est assez fort. Et en fait, la Mercedes CLA avec ce protocole-là, elle a fait 91 mètres pour s'arrêter. Je pense que c'est plus vers la fin qu'elle... Qu'elle est forte. Ouais. C'est un peu doux au début, à la fin, Combien t'as dit? 87 mètres? 91 la CLA. Ouais, je pense qu'on a au moins 100 mètres là. 114. Ouais. Bon et bien voilà, on a mis un chiffre sur le freinage régénératif. Maintenant, on va remettre la voiture à charger. On va regarder un petit peu l'intérieur et l'extérieur. Et puis, on va vous donner les consos. À tout de suite. Et voici Alexandre dans son carrosse violet. Bien le bonjour. Et bonjour. Du coup, quand je sors de la voiture va s'éteindre alors? Elle va s'éteindre que quand on va fermer les portes. Ah. Alors attends, je vais éteindre mon téléphone. On va vous montrer quelque chose. Donc là, mon téléphone est connecté à la voiture. Ça le fait souvent, pas tout le temps, ça va peut-être pas le faire. Mais si je vais au coffre, il y a des chances que la voiture se verrouille avant que j'arrive au coffre. Ça ne l'a pas fait. En fait, bon voilà, c'est juste pour dire que très souvent, on sort de la voiture, elle se ferme quasiment automatiquement, on peut même pas aller dans le coffre. Et vu que quand on active le bouton du coffre, et même en ayant son téléphone sur soi, ça n'ouvre pas le coffre, parce qu'il n'y a que ce bouton-là ici. Voilà. Et de ce côté-là, du coup côté passager, pareil, on a beau être avec son téléphone côté passager, on peut pas ouvrir la porte passager si on n'a pas ouvert au préalable de côté conducteur. Bon, qu'est-ce qu'on pense du style de cette voiture? C'est un style consensuel. Il n'y a rien de choquant, il n'y a rien de dégueulasse. C'est plutôt joli en vérité. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va se dire waouh. Je sens qu'il y a un peu d'inspiration d'un peu tout le monde. Tu vois, en étant positif, je pourrais dire qu'il y a de l'inspiration du Xpeng G6 et en même temps du Macan. Et même l'arrière, hein, c'est joli, les feux arrière. Sincèrement, c'est beau quoi. Enfin, Ouais, la peinture en plus est assez jolie avec le soleil là. On voit que Ouais, c'est franchement, plutôt. c'est une belle voiture. Hein. On regarde s'il y a un Frank. Allez. Les poignées ne sortent pas. Hein. Donc vu que tu as tiré 2 fois en toute logique, j'ai pas de crochet. Bah, si je me souviens bien, c'est ça. J'ai tiré 2 fois en tout cas, et il n'y a non. pas de crochet. Voilà. Ah, par contre, il n'y a pas de vérin. Par contre, un frunk et pas de vérin, c'est pas normal. Qu'il n'y a pas de vérin quand il n'y a pas de frunk. Bon, Bah oui, parce qu'on n'y va jamais. voilà. Par contre, à partir du moment où tu as un frunk, là, devoir faire ça et faire ça, c'est pas possible. Bon, le Frank est tout petit, on mettra des câbles et puis basta quoi. On sent que ça a été le minimum syndical. On avait Mais- juste la découpe pour en mettre un, quoi. Ils en ont mis un. Ah, alors, la voiture s'est refermée. Ouais, j'ai entendu. On la réouvre. C'est marrant, c'est refermé quand on a fermé le capot, je vois pas le rapport. Je vais laisser la porte ouverte, comme ça elle se refermera pas normalement. Ouais. On va regarder le coffre. C'est logique en fait de laisser sa porte entrouverte quand tu veux aller ouvrir ton coffre. Le bouton est ici, assez bien dissimulé. Bon, le coffre, il est plutôt grand. Je vous affiche le nombre de litres en bas. Ça va, dommage qu'il n'y ait pas d'évidement sur les côtés. Ouais, le seuil est assez haut, mais il y a un sous-coffre qui est assez grand. On peut faire glisser la planche à l'étage du dessus, comme du souvent, dessous. ouais. Mais Par ça contre, du permet coup, de ranger les câbles. Par contre, du coup, si on le met en dessous, forcément, on n'a plus cet espace possible. Il y a une pince à épiler si tu veux te faire le maillot. Vas-y, viens. Touc. Et on a un petit cache-bagage souple. Voilà, qui fait le job, hein, rien à dire. Hein. Qu'on peut retirer, etc. Eh, vas-y, monte à l'arrière. La voiture est réglée pour toi, c'est-à-dire les dents dans le volant. Donc je vais reculer un peu les sièges. Voilà, personne de taille normale. Alors, Alex. Attends, on est vachement bien. Hein. On est bien parce qu'on est quand même assis assez haut. Du coup, tu vois, on n'est pas comme ça. Ouais, au toit. Ah ouais, là, je me sens. Ouais, il y a un petit accoudoir là. C'est quoi le truc attention, il y a du café qui risque de gicler. C'est quoi les 3 petits points là? Ouais, bah c'est propre. Hein. Non, là, franchement, On je a des suis prises pas- USB-C à l'arrière. Ouais, USB-C et USB normal. USB-A. Voilà. Et le plancher est plat. Oh ouais, oui, il est Ouais. plat. Tu peux mettre les pieds sous les sièges. Ah, large. Ah oui, même. Ah ouais, franchement, on est vraiment pas mal hein, à l'arrière. Hein. Bon, bah très bien. À noter qu'on est sur des pneus Linglong en 18 pouces. Genre 18 pouces. Juste, je voudrais montrer un J'ai truc. l'impression que tu me filmes de hyper près. Franchement, je suis en grand angle et t'es vraiment bien là. Ah ouais. Juste un truc, je voudrais montrer la signature lumineuse. Vas-y, est-ce que tu peux monter dedans? C'est marrant, quand on ouvre une porte, ça met le clignotant pour dire aux gens, attention, j'ouvre une porte. C'est un peu bizarre. Non, j'aime bien moi. En fait, ça, c'est les feux diurnes. Et quand on met le clignotant, ça remplace les feux diurnes. Et les phares sont ici. C'est plutôt pas mal. On regarde l'arrière vite fait. Allez, venez avec moi à l'arrière. Par contre, c'est phare faible vitesse et phare grande vitesse. Mais non, ça, c'est les essuie-glaces. Ça. Ah bon? Oh là 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 là. Ah ouais. Et vas-y, freine.
Ok, clignotant. Ah, c'est juste ça, ouais, c'est tout petit. Ok, bon, bah voilà. Alex, on recharge? Non, regarde, trappe, arrière droite. Par contre, 2 capuchons. C'est pas Ouais, possible, 2 capuchons. chiant, Il sert à putain. rien celui-là, retirez à nous celui-là. Et ça, si on pouvait mettre le petit clapet plutôt que le truc qu'on retire. Ça. Ouais, voilà, très bien. On dit qu'il y a T2, CCS, voilà, la base. Et placé pas au bon endroit par rapport à Tesla, on le répète. Alors oui, par contre, c'est quand même au bon endroit pour charger dans la rue. Ouais, mais c'est au mauvais endroit pour charger dans son garage. Il n'y a pas de bon côté. Il faut mettre 2 prises T2, c'est le mieux. Hop. Ah, il a pas regardé quand je l'ai ouverte tout à l'heure. Ah, c'est un bouton. C'est drôle ça. C'est un bouton, c'est là. Elle a un chargeur 7 kW, 11 kW, JC 11 kW. Bon, T2 côté voiture. Hop, T2 côté borne. Et si vous voulez une borne comme ça chez vous, il y a 2 solutions. Soit vous cherchez par vous-même quelqu'un en galérant, en appelant tout le monde, etc. Soit vous passez par notre site, lachaînev.fr, rubrique pose de borne. Vous remplacez un petit formulaire et vous serez contacté jusqu'à 3 artisans. Non, c'est fou. Ah, Vous serez vous serez contacté par jusqu'à 3 artisans. Voilà, putain. Voilà. C'est gratuit, c'est sans engagement. C'est la chaîne EV. 3 devis, 3 propositions, 3 types de bornes, etc. Vous choisissez le meilleur. Et si vous en voulez aucun des 3, bah, vous pouvez ne rien acheter du tout. Voilà. Et maintenant, Et maintenant, les consommations. c'est l'heure des consos, c'est le moment que vous attendez tous. On sort nos téléphones, non pas pour regarder des reels sur Insta, mais pour Non. regarder les consos qu'on a pris en photo. On attaque par la ville. La ville, on a fait... moi- 16,8 km, environ 17 quoi. Ah, j'ai 16,7. Elles sont proches les deux, c'est pas Ouais, mal déjà. ouais. Une moyenne de 26 km/h. Tu le tiens loin ton téléphone, hein? Faut passer chez le TIC 2000 là. Pourtant, je l'ai zoomé en plus. Hein. C'est écrit en énorme, il est comme ça, c'est fou. Et bah, j'ai une conso de 9 kWh au 100. Et on le rappelle, on fait pas d'éco-conduite, on conduit normalement. Voilà, le but, c'est vraiment de tester les voitures comme monsieur tout le monde. Ou madame tout le monde d'ailleurs. Je peux en placer une à un moment ou pas? Non. Et du coup, t'as fait combien, JC, toi, en conso? Eh ben la B10, combien d'après toi? Si elle a fait 10, ce serait rigolo. Eh ben 10,1. Ah, C'est la B10,1. on va rajouter un point derrière. C'est pas mal quand même. Ah, pour une voiture de ce gabarit-là, 10. Ouais, mais attends, ça se calme après. Vas-y, on passe à la route maintenant. Sur la route, on a fait 24,8 km, donc toi tu vas avoir 25 parce que la Ioniq 28 c'est Allez. toujours 25 normalement. Allez, combien j'ai fait? Comment il zoome? Oui. Attends. Attends, Non, bouge pas. non. Montre. Il est obligé de zoomer comme ça pour voir les chiffres. Bon. Donc 25 km à 60 km/h. Et la Ioniq 28, elle a fait 10,2 kWh au 100. La B10, là, on voit que ça commence à se détériorer peut-être à cause de l'aéro massif de cette voiture. Mais en tout cas, j'ai fait 13,8 kWh au 100. Alors c'est moins bien, mais c'est pas cata non plus. Non, mais je pense que l'écart s'agrandit. D'ailleurs, Oui. les écarts, les chiffres et tout s'affichent en bas de l'écran, vous l'avez remarqué. Mais ce qui est important, c'est l'écart en pourcentage, parce que c'est ça qui fait tout le classement à la fin. On va vous expliquer comment ça se passe tout à l'heure. Attention, maintenant, c'est notre petit pas de danse pour changer de côté. Allez. Hop, hop, hop. Passons à l'autoroute. Sur l'autoroute, on a fait 87,4 km à 116 km/h de moyenne, donc vraiment dans la moyenne, température 22-23 degrés, parfait, vraiment les meilleures conditions, peut-être un peu de vent. Et moi j'ai consommé avec la Ioniq 28 15,4 kWh Ah, c'est pas mal quand même, je disais, ouais, Ouais, ça c'est pas. s'est arrangé à la fin. Je pensais faire un 14,8, un truc comme ça. Ah, vraiment, c'est quand même mal. Non, bah là, je t'ai demandé si c'était bien des 18 pouces. Je peux faire une prévision? Ah, vas-y, j'aime bien tes prévisions. 22,5. Ah non, bah tu vois, c'est en dessous. Ah Ouais. Non, elle a fait 21,8. Ah ok, 21,8. Bon, mais maintenant avec ces consos, ce qui serait bien, c'est d'arriver à calculer les autonomies. Ouais, et avec les temps de charge, peut-être calculer combien de temps mettrait pour me faire 1000 km, ça serait cool quoi. C'est maintenant tout de suite, on vous explique. Allez, c'est parti pour le tableau final, mais avant tout, je vous explique comment ça marche. Petit 1, on calcule la moyenne de toutes les consos de la Ioniq 28 depuis le début de nos essais, c'est-à-dire 52 essais plus celui d'aujourd'hui. Et ensuite, on applique à ces consos moyennes l'écart en pourcentage relevé dans le test d'aujourd'hui pour la Leapmotor B10. Et ça nous donne les consommations suivantes, 10,4 en ville, 13,6 sur route et 22,6 sur autoroute pour une consommation mixte de 15,5 kWh au 100. Et si on croise ces consos avec la taille connue de la batterie, ça nous donne une autonomie en ville de 645 km, une autonomie sur route de 493 km et une autonomie sur autoroute de 297 km de 100 à 0%, mais surtout une autonomie de 80 à 10% de 208 km, c'est-à-dire 208 km entre deux bornes de recharge. Le tout nous donne une autonomie mixte de 433 km pour 435 km WLTP. Le tableau de bord nous indique avoir consommé en tout 29,85 kWh. On a rebranché la voiture, on l'a remise à 100% et la borne nous indique avoir renvoyé 30
39 kWh pour la remettre à 100%. Ça fait un écart à la recharge de 30,7%, c'est énorme. Alors on a vu que la voiture comptait pas les consos à l'arrêt, mais quand même, là on se demande si les consos affichés au tableau de bord sont réalistes. Bref, si on applique cet écart à la recharge à la conso mixte calculée précédemment, bah ça l'a fait passer de 15,5 à 20,3 kWh au 100. Et c'est cette conso qui est prise en compte pour notre classement. C'est la conso que vous payez à la prise. Et son classement justement, c'est 45e sur 53. Hop, on zoome sur le classement avec des véhicules équivalents. Bah les Renault Mégane, les MGS5 ou les Tesla Model Y Propulsion sont plus efficients tout simplement. Au niveau de la vitesse de charge, on a croisé le temps pour faire un 1080 avec l'autonomie sur autoroute et ça nous donne une vitesse de charge de 480 km/h. C'est vraiment dans la moyenne, elle se place 22e. Fort de tous ces chiffres, on peut simuler un temps pour parcourir 1000 km. Et la Leapmotor B10 se classe 24e avec 10h36 et 4 arrêts recharge. C'est 6 minutes de plus qu'un Renault Scénic qui a une batterie qui fait 20 kWh de plus. Au niveau du coût des recharges, si vous rechargez à la maison avec le tarif heure creuse EDF, ça vous coûtera 3,30€ les 100 km. Et sur autoroute, au tarif de 59 centimes le kWh avec la console d'autoroute, 13,30€ les 100 km. Voilà, et vous pouvez retrouver tous les chiffres, tous les classements sur notre site, lachanev.fr, n'hésitez pas. Bon, bien voilà, après ces tableaux magnifiques, conclusion. Moi j'ai une conclusion, je peux te la donner? Tu peux la refuser? Bah va-t'en, parce que je la donnerai quand même. Bon, bah, je reste là alors. Écoute, je t'efface de cette vidéo. Voilà, on est mieux. Non, je déconne, allez, hop, alors voilà. Ah, Spielberg! Bref, ma conclusion c'est Leapmotor est distribué par Stellantis. Et cette voiture, c'est l'exact opposé d'une 3008. Je m'explique. Je sais où Une tu vas en venir. 3008, c'est un bon châssis, des aides à la conduite qui sont cool. Franchement, un plaisir de C'est conduire. correct. Ouais, franchement, c'est bien. Les Peugeot, enfin toutes les voitures Stellantis à conduire, c'est bien. Et le rempage de mémoire était pas mauvais. Ouais. Il faisait pas du one pedal, mais le rempage était pas mauvais. Voilà. Mais par exemple, pour la 3008, ça charge très mal. L'OS est catastrophique. Et cette voiture, c'est l'exact opposé. Il y a un bon OS, c'est confortable, c'est moderne à l'intérieur, mais à conduire, c'est pas fou. Et là, je me dis, Stellantis, il y a vraiment un truc à faire. Ah oui. C'est-à-dire, tu prends une base de 3008, tu mets un dessus de Leapmotor B10, et tu as une voiture qui est à la fois cool à conduire, un petit OS sympa, des petites options sympas, et ça fait une bonne voiture. Là, il y a vraiment un truc, une synergie à faire entre les voitures européennes et les voitures chinoises pour faire des bonnes voitures. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez une B10, bah, mettez-le nous en commentaire. Et surtout, abonnez-vous au compte Insta de la chaîne EV. S'il y a des évolutions, s'il y a des mises à jour, si enfin il y a un système d'ouverture de porte, parce que quand même, putain, la Unique 28, c'est plus pratique avec une clé dans la poche, on le dira sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! La bise. Vas-y, colle-moi au cucu. Colle-moi au cucu. Ah, trop tard, il voudra pas. C'est pas tous les jours que je te dis de me coller au cucu. Hein. Ouais, mais tu vois, j'ai hésité, tu vois, ça m'a perturbé.